Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur mon année. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de mon année au niveau du projet Séminaire pour tous. Je vais vous parler du déroulement du projet, de son évolution et vous partager mon expérience et les apprentissages qui peuvent être intéressants pour vous. Pour commencer, je vais vous faire un petit rappel sur la situation du projet Séminaire pour tous en août dernier, donc en août 2018. Donc pour la rentrée de septembre 2018, on avait prévu 4 séminaires. Donc un séminaire maths pour tous et un séminaire informatique pour tous organisé par Vadim et moi. Et un séminaire bio pour tous et un séminaire histoire de l'art pour tous organisé par des personnes de l'ENS et de l'EPHE. Et ces 4 séminaires, ils regroupaient 35 exposés. Donc pour la rentrée 2018, on avait 35 exposés de prévus. Donc d'abord 3 exposés qui auraient lieu mi-septembre et qui seraient des exposés d'ouverture donnés par des chercheurs des disciplines sur leur parcours. Puis ensuite, de fin septembre à fin décembre, il devait y avoir 3 exposés par semaine, un de biologie, un d'histoire de l'art et un soit d'informatique, soit de maths. Et enfin, pour finir, 3 derniers exposés qui auraient lieu début janvier. Donc ça serait des exposés de clôture, donnés là encore par des chercheurs de la discipline sur leur parcours. Donc mi-août, il y avait déjà plusieurs choses qui avaient été faites. On avait déterminé tous les sujets de tous les exposés et les exposés de maths pour tous et d'informatique pour tous avaient déjà été réalisés par les exposants. Mais à ce moment-là, donc mi-août, il restait encore pas mal de choses à faire. Par exemple, il nous fallait réserver les salles pour les séminaires, il nous fallait enregistrer les vidéos teaser des séminaires et obtenir les textes descriptifs des 35 exposés. Et tout ça, il fallait qu'on le fasse avant le premier exposé qui avait lieu le 19 septembre. Et ensuite, on avait encore d'autres trucs à faire. Par exemple, il nous fallait enregistrer les exposés blancs maths pour tous, informatique pour tous, faire des retours dessus. Et moi, personnellement, il me fallait faire les slides de mon exposé informatique pour tous sur le deep learning qui était prévu pour le 4 octobre. De fin août à mi-septembre, on a eu pas mal de choses à faire. On a par exemple dû enregistrer les teasers pour les 4 séminaires. On a dû obtenir les textes descriptifs pour les 35 exposés. Et pour les obtenir, on a dû envoyer beaucoup de mails et surtout beaucoup de mails de relance. Et surtout, le plus dur, on a dû réserver les salles pour tous les exposés. Et ça a été vraiment très dur parce que on voulait réserver 3 créneaux par semaine, en soirée, à des horaires fixes, pendant tout un semestre, et ce dans des salles assez grandes. Donc autrement dit, on voulait quelque chose qui avait énormément de contraintes. Et ça a été très dur parce qu'en fait, de base, il n'y avait pas 3 créneaux qui vérifiaient toutes ces contraintes-là. Et donc à ce moment-là, on aurait pu dire tant pis, on ne peut pas le faire. Mais non, on s'est dit c'est pas possible, on ne peut pas ne pas le faire. Donc on a réfléchi et on s'est dit non mais attends, ça se trouve en déplaçant des cours, on va pouvoir libérer 3 créneaux que nous on va pouvoir récupérer et peut-être qu'à la fin on va y arriver. Donc c'est ce on s'est dit qu'on allait faire. Donc on a regardé les créneaux de toutes les salles et on s'est rendu compte qu'en déplaçant tel cours à tel endroit, tel cours à tel endroit, etc., on pouvait récupérer les 3 créneaux. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a envoyé beaucoup de mails, beaucoup d'appels, beaucoup d'allers-retours à l'ENS, etc. Et à la fin on y est finalement arrivé. On a réussi à avoir nos 3 créneaux. Donc, on a réussi à avoir un créneau le lundi à 18h15 pour les exposés de bio, un créneau le jeudi à 18h15 pour les exposés de maths et d'informatique et un créneau le vendredi à 18h15 pour les exposés d'histoire de l'art. Si je vous partage ça, si je vous partage nos difficultés qu'on a eues pour réserver les salles, c'est parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important à retenir et de manière générale à garder en tête quand vous entreprenez quelque chose. Et cet enseignement-là, il peut être résumé par une phrase de Lino que j'avais déjà citée l'année dernière. Et la phrase de Lino qui dit dans une de ses chansons, c'est « J'ai pété la vitre quand j'ai vu les portes du succès closes ». Et donc l'enseignement que je vais vous donner, c'est quand vous avez les portes du succès closes, n'hésitez pas à péter la vitre. Là, dans notre cas, comment ça s'applique dans notre cas? Les portes du succès étaient closes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 3 créneaux de libre de base. Et donc, du coup, on a pété la vitre, c'est-à-dire qu'on a déplacé plusieurs cours pour libérer ces 3 créneaux-là. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment important quand vous entreprenez, de garder en tête que la voie royale, la voie la plus simple, souvent, elle n'est pas accessible, on ne peut pas la prendre et il va falloir prendre des petits chemins à côté pour arriver à ses fins. Donc, une fois qu'on avait fait tout ça, on a pu commencer la communication. Donc, on a envoyé des mails dans l'ENS, des mails dans PSL, on a mis des posts sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On a fait aussi de la pub Facebook pour les exposés parcours. Et enfin, on a diffusé les séminaires dans tous les écrans de l'ENS. Donc voilà, à peu près toutes les choses qu'on a fait de mi-août à mi-septembre. Et il y a une chose aussi qu'on a fait spécialement à ce moment-là, et c'était la première fois qu'on le faisait, c'est qu'on s'est autorisé des petites dépenses.
Par exemple, on a acheté une carte SD de 128 Go qui coûtait à peu près 20 euros. Et grâce à cet achat, on n'a plus besoin d'emprunter la carte SD du pôle audiovisuel. Et surtout, on n'a plus besoin de ramener la carte SD le lendemain matin à chaque fois qu'on faisait un exposé. On a aussi, par exemple, acheté du petit matériel, c'est-à-dire on a acheté des adaptateurs VGA HDMI, des adaptateurs USB, USB-C, un pointeur, etc. Ça nous a coûté à peu près 30 euros. Mais grâce à cet achat-là, on n'avait plus besoin, on n'avait plus de problème si par exemple le pôle audio oubliait de nous en fournir parce qu'on avait déjà les nôtres. Et enfin, un dernier achat très important pour nous, on a imprimé par nous-mêmes les affiches dans une imprimerie. Ça nous a coûté à peu près 140 euros. Mais en faisant cet achat-là, on n'a plus besoin de chaque semaine envoyer un mail à la secrétaire, c'est-à-dire passer à son bureau, la déranger, etc. Et du coup, ça nous a beaucoup simplifié la tâche hebdomadairement, quoi. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on s'est autorisé ces petites dépenses-là. C'est parce que, première raison, ça nous a permis de beaucoup moins souffrir au jour le jour. On prenait beaucoup plus de plaisir parce qu'on avait beaucoup moins de contraintes, de petits trucs chiants à faire. On avait déjà payé, on avait dépensé de l'argent et on n'avait plus à les faire, quoi. Et ça, c'est vachement bien pour le projet parce que si on prend beaucoup de plaisir, si on prend beaucoup plus de plaisir au jour le jour, il y a beaucoup plus de chances pour que le projet perdure. Et la deuxième raison pour laquelle on s'est autorisé ces dépenses-là, c'est parce qu'on avait en tête de faire une demande de financement PSL, donc qui avait lieu quelques mois plus tard. Et donc en gros, on s'était dit, ok, on fait les dépenses maintenant, mais on sera remboursé plus tard. Et donc le deuxième enseignement que je veux transmettre à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire de petites dépenses si elles vous simplifient beaucoup la vie. Mi-septembre ont lieu les 3 premiers exposés, c'est les exposés d'ouverture des séminaires. Ils ont été faits par des chercheurs de la discipline sur leur parcours. Il y a eu par exemple l'exposé parcours du biologiste Pierre-Henri Gouillon pour ouvrir le séminaire Bio pour tous. Il y a eu l'exposé parcours de l'informaticien Jean-Christophe Filiatre pour ouvrir le séminaire Informatique pour tous. Et l'exposé parcours de l'historienne de l'art Geneviève Bresque-Bautier pour ouvrir le séminaire Histoire de l'art pour tous. Ces 3 exposés-là, c'était des très bons exposés, j'ai trouvé. Et ensuite, les exposés des élèves ont commencé et ces exposés avaient lieu le lundi, le jeudi et le vendredi. Le 4 octobre, j'ai fait mon exposé Informatique pour tous, intitulé « Le Deep Learning pour remplacer les postiers ». Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets un lien en description de la vidéo. Il m'a fallu à peu près une semaine non-stop pour faire les slides de cet exposé-là. En octobre, on a aussi été contacté par une dame de l'enseignement catholique de Paris. Elle avait vu nos vidéos séminaires pour tous et elle nous proposait un talk pour qu'on présente notre pédagogie pendant une journée de formation de professeurs qu'elle organisait. Cette journée avait lieu fin février au Grand Rex, c'est-à-dire dans une grande salle parisienne, devant 500 professeurs d'écoles primaires, de collèges et de lycées. Et évidemment, quand on a reçu cette proposition-là, on a été super contents et on a accepté immédiatement. De octobre à fin décembre, on a pris un rythme de croisière sur le projet. Vadim allait aux exposés de biologie le lundi pour aider les organisateurs. Il déposait les affiches dans l'ENS le mercredi et il allait aux exposés d'histoire de l'art le vendredi pour aider les organisateurs. Et moi, de mon côté, j'allais aux exposés de maths info le jeudi pour filmer et je faisais le montage des exposés le samedi. Donc pendant à peu près 30 samedis de mi-septembre à mi-mars, je faisais que du montage vidéo. Et donc, on a pris un rythme de croisière, mais au fil des semaines, on a pris conscience du fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en fait. On s'est rendu compte que le projet Séminaire pour tous, il n'allait pas. Déjà, on a commencé par réaliser qu'il y avait très peu de résultats. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de public en salle. Il y avait à peu près 5-10 personnes en moyenne en salle. Et il y avait aussi très peu de public en ligne, à peu près 100-300 vues par vidéo en général. Et pire, en fait, on se rendait compte que le public ne revenait pas et que le public qui venait, c'était le mauvais public. C'est-à-dire que c'était majoritairement des personnes de la discipline, alors que nous, on voulait l'inverse. On voulait plutôt des personnes étrangères à la discipline pour pouvoir leur faire découvrir. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait très peu de résultats et en contrepartie, on devait fournir énormément d'efforts, énormément de travail. Les exposants, chaque exposant devait faire un exposé de 1h15. C'est énorme quand même. Les organisateurs devaient superviser 10 exposés et Vadim et moi, on devait superviser les séminaires, mettre des affiches, monter les vidéos. Bref, c'était énormément de travail. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je consacrais à peu près 2 à 3 jours par semaine sur le projet. Donc bon, c'était vraiment beaucoup de travail. Donc grosso modo, c'était énormément de travail pour très peu de résultats. Donc on s'est vite rendu compte que ça allait pas du tout. Et donc le temps d'un instant, on s'est dit ça fonctionne pas. Vraiment, on a eu un petit peu de désespoir à un moment. On s'est dit ça fonctionne pas. Tant pis, en fait, on va finir le semestre là et puis on va arrêter. Et puis finalement, on s'est dit mais non, on peut pas arrêter. La mission qu'on s'est donnée est beaucoup trop importante pour être abandonnée. Et puis ça se trouve, en fait, on a moyen d'améliorer
le projet, le processus, etc. pour qu'il n'y ait plus tous ces problèmes-là. Donc on s'est dit finalement, on ne va pas abandonner, on va plutôt essayer à partir de maintenant à réfléchir comment faire pour améliorer le projet, quoi. Mais je ne vous cache pas que cette période-là de octobre à fin décembre était vraiment dure mentalement parce que je travaillais beaucoup pour pas grand-chose. Comme je vous ai dit, je passais mes samedis à monter des vidéos qui étaient quasiment pas vues, mais je devais le faire pour le projet parce que si j'arrêtais de travailler, il n'y avait plus de projet, le projet allait mourir. Et surtout parce que je m'étais engagé auprès des exposants et des organisateurs et je ne pouvais pas les laisser tomber, quoi. Et pour ne pas trop souffrir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de réfléchir. J'ai juste fait. C'est-à-dire concrètement, quand c'était le samedi, je me disais putain, il reste cette quantité-là de travail, elles sont pas vues les vidéos, etc. et tout. Je m'arrêtais, je me disais arrête de réfléchir, arrête, fais, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et à la fin, j'étais juste un robot qui faisait les trucs, mais je souffrais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et je pense que c'est quelque chose de bien à faire quand il y a quelque chose de très dur qu'il faut faire. Il faut savoir ne pas réfléchir, juste faire, 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 se concentrer sur le fait de faire, faire, faire. Voilà, ça c'est vraiment un conseil important que j'ai à vous donner. En décembre, on a été contacté par un élève de l'IMT Lille-Douai pour participer au TEDx de leur école. En fait, il avait vu mon exposé sur le deep learning que je venais de faire au séminaire informatique pour tous et il trouvait que j'expliquais très bien. Du coup, il m'a demandé si je voulais bien faire un talk sur le deep learning. J'ai accepté, mais je lui ai dit que j'avais pas grand-chose à dire qui ne soit pas déjà en ligne sur le deep learning. Et je lui ai dit que par contre, j'avais d'autres choses plus intéressantes ou plus inédites à dire. Et je lui ai proposé donc de plutôt faire un talk pour parler de la pédagogie qu'on avait développée dans les séminaires pour tous. Et je lui ai aussi demandé si je pouvais faire ce talk-là avec Vadim. Et lui, il a accepté. Fin décembre, se sont terminés les exposés élèves. Et à ce moment-là, on a fait un bilan sur l'édition 2018. Évidemment, on a constaté que c'était un échec parce qu'on avait eu très peu de résultats pour énormément de travail. Mais comme on avait vu cet échec venir en avance, on avait eu le temps de beaucoup réfléchir et on avait pris conscience de beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et en particulier, on avait pris conscience de 6 choses très importantes. Premièrement, on avait pris conscience de notre vrai objectif. Notre vrai objectif, en fait, c'était pas de faire des séminaires, mais plutôt de transmettre des savoirs. C'est-à-dire qu'on s'en fichait que ce soit des séminaires, ça c'était pas important, c'était juste la forme. Ce qui était important, c'est ce qu'on transmettait. Et ici, on transmettait des savoirs. Par conséquent, on a décidé de renommer le projet, c'est-à-dire de plus l'appeler séminaire pour tous, mais de l'appeler savoir pour tous. Deuxièmement, on a pris conscience de notre vrai public. On s'est rendu compte que notre vrai public, c'était pas les normaliens, mais les lycéens. Parce que notre objectif, c'était de faire goûter aux disciplines inconnues, mais ça, c'est pas très utile pour des normaliens. En général, les normaliens, ils ont déjà choisi leur voie. Alors que c'est très utile pour des lycéens. Parce que beaucoup de lycéens ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils n'ont pas encore choisi leur voie. Par conséquent, on s'est dit qu'on n'allait plus faire venir des normaliens à nos exposés, mais seulement faire venir des classes de lycée. Troisièmement, on a pris conscience du fait que les exposés étaient trop longs. Les vidéos duraient entre 1h15 et 1h30 pour goûter à seulement une discipline, et ça, c'est beaucoup d'efforts pour un lycéen qui voudrait se renseigner. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il était possible de faire goûter en beaucoup moins de temps. Par conséquent, on a décidé de faire des exposés de 20 minutes seulement. Quatrièmement, on a pris conscience du fait qu'il n'était pas nécessaire de voir 10 exposés sur une discipline pour la goûter. Et on s'est dit, quitte à faire 10 exposés, il vaut mieux qu'ils soient sur 10 disciplines différentes, ça va être beaucoup plus intéressant pour un lycéen. Par conséquent, on s'est dit qu'on allait organiser à la place des séminaires des après-midi dégustation. En gros, ça serait des après-midi où on ferait venir des classes de lycée à l'ENS pendant toute une après-midi pour assister à 5 exposés de normaliens de 20 minutes sur 5 disciplines différentes. Cinquièmement, on a pris conscience du fait que les exposés n'étaient pas d'assez bonne qualité. On a pris conscience de ça en constatant tout simplement que le public ne revenait pas. Donc ça veut dire que le public n'a pas apprécié l'exposé. Et on a compris que si les exposés n'étaient pas d'assez bonne qualité, c'était dû au fait que malgré leur bonne volonté, les exposants ne s'investissaient pas assez. Grosso modo, ils avaient plein de cours, ils suivaient plein de cours et l'exposé était à chaque fois leur dernière priorité. Par conséquent, on s'est dit, si on veut que les exposants s'investissent autant dans l'exposé que dans leurs cours, il faudrait que tout le processus de réalisation de l'exposé devienne un cours. Et donc, on s'est dit, ça serait cool d'organiser des séances hebdomadaires pendant tout un semestre, qu'à la fin, ils fassent l'exposé et qu'ils reçoivent des ECTS pour avoir suivi toutes les séances. Et nous, ça nous permettrait aussi de les accompagner, de les aider et de les voir régulièrement. Évidemment, bien sûr, pour mettre tout ça en place, il nous faudrait l'accord de l'ENS. Enfin, sixièmement, on a pris conscience du fait qu'il nous fallait séparer les exposés savoir et parcours.
Les exposés savoir, c'était les exposés faits par les élèves et qui avaient pour but de transmettre des connaissances. Et les exposés parcours, c'était les exposés faits par les chercheurs en début et fin de séminaire pour parler de leur parcours. Et on a pris conscience du fait qu'il fallait qu'on sépare ces deux types-là d'exposés parce que l'organisation de ces exposés était vraiment très très différente. Et du coup, ça nous demandait beaucoup d'efforts, beaucoup plus d'efforts pour faire les deux à la fois. Et par conséquent, on s'est dit, OK, on va séparer ça en deux projets différents. D'un côté, Savoir pour tous, qui contient que les exposés savoir, et de l'autre côté, les exposés parcours, dans un projet qu'on a appelé Parcours. Et on s'est dit, pour l'instant, on va surtout se concentrer sur le projet Savoir pour tous. Suite à ces 6 grosses prises de conscience, le projet a pris une forme totalement différente. Déjà, il s'appelait plus Séminaire pour tous, mais Savoir pour tous. Et ensuite, on n'allait plus organiser des séminaires, c'est-à-dire des exposés d'1h15 sur 10 semaines, mais plutôt des après-midi de dégustation, c'est-à-dire des exposés de 20 minutes sur une après-midi. Et on n'allait plus laisser les exposants seuls pendant la création de leur exposé, mais les accompagner hebdomadairement pendant un semestre. Donc le projet avait pris une forme très différente. Mais là, à ce moment-là, fin décembre, c'était juste quelque chose à l'état d'idée. Et on s'est dit, maintenant notre objectif, c'est de rendre toutes ces idées-là concrètes. C'est-à-dire d'implémenter la nouvelle version de ce projet-là pour la rentrée de septembre 2019. En janvier ont eu lieu les 3 derniers exposés des séminaires pour tous. C'était 3 exposés de clôture faits par des chercheurs des disciplines en question sur leur parcours. Donc, il y a eu l'exposé parcours de la biologiste Claire Wihart pour clôturer le séminaire Bio pour tous. Il y a eu l'exposé parcours du mathématicien Étienne Gis pour clôturer le séminaire Maths pour tous. Et il y a eu l'exposé parcours de l'artiste Orlan pour clôturer le séminaire Histoire de l'art pour tous. Et là encore, j'ai trouvé que ces 3 exposés-là, c'était de très bons exposés. Et donc, à ce moment-là, suite à ces 3 exposés-là, le projet Séminaire pour tous était officiellement fini et on allait commencer la nouvelle version du projet. En février, on a commencé l'élaboration de la nouvelle version du projet. Premièrement, on a créé l'association Savoir pour tous pour rendre le projet plus pérenne. Deuxièmement, on a fait une demande de financement à PSL d'environ 2 000 € dans le but de rembourser les frais passés qui étaient d'environ 600 €, mais aussi de payer un graphiste pour qu'il puisse faire un logo et un générique pour l'association. Et on a eu de la chance, je ne sais pas si on a eu de la chance, mais en tout cas, ils ont accepté de nous financer les 2 000 € qu'on demandait. Et donc, pour recevoir l'argent, on a ouvert un compte en banque. Et moi, je vous conseille, si jamais vous avez une association, d'ouvrir un compte en banque au Crédit Agricole parce qu'ils prennent aucun frais pour les associations. Le 22 février, on a fait notre talk au Grand Rex devant les 500 professeurs. La préparation du talk a été importante. On a d'abord écrit un script, donc le texte de la présentation. Et pour ça, on a dû faire plusieurs versions. On a fait une V1, une V2, une V3. Et après, on a fait les slides. Et là encore, on a fait plusieurs itérations sur les slides. Donc, ça nous a demandé vraiment beaucoup de travail. Mais il s'avère que ça a payé quand même parce que le talk s'est extrêmement bien passé. On a été applaudi 3 fois pendant le talk et ça, vraiment, on s'y attendait pas du tout. Donc, on a été très ravis en sortant de l'exposé de voir à quel point il avait été bien reçu. Le 30 mars, on a eu un deuxième talk. C'était celui du TEDx à l'IMT Lille-Douai. Et là encore, ça nous a demandé beaucoup de préparation. Et pour nous aider, en fait, les organisateurs du TEDx ont organisé une journée de coaching mi-février. Et donc, on a passé la journée avec une coach. Donc d'abord, elle nous a coaché sur l'oral, donc sur tout ce qui est diction, posture, etc. Et après, elle nous a coaché sur le contenu du talk. Et à un moment, une des activités, elle nous a demandé de expliquer notre exposé en 2,5 minutes, donc 2 minutes et demie. Et ça, en fait, elle nous a laissé un certain temps, bien sûr, pour qu'on ait le temps de présenter notre exposé en 2 minutes et demie. Mais le fait de nous demander d'être aussi synthétique, ça a eu un effet dingue sur l'exposé parce que ça nous a conduit à trouver une manière beaucoup plus simple de présenter ce qu'on voulait présenter en fait. Et donc du coup, toute cette journée-là a été vraiment très instructive et très bénéfique pour notre talk. Bon, et donc du coup, le 30 mars, on a fait notre talk et il s'est vraiment très bien passé. Donc là aussi, on était très contents. Et je tiens aussi à souligner que ça a été une super expérience pour nous de participer donc à ce TEDx-là parce qu'on a été très bien accompagnés pendant la préparation et on a aussi été très bien reçus pendant. Il y avait une super ambiance et puis ils ont pris en charge toutes nos dépenses et ça, c'est vraiment génial. Donc, je tiens à chaleureusement remercier encore une fois les organisateurs de ce TEDx pour l'expérience. Merci beaucoup.
Mi-avril, j'ai décidé de refaire le site internet de l'association. Le problème avec le site internet qu'il y avait à ce moment-là, c'est que il avait été codé par moi-même. Donc ça avait l'énorme avantage que je pouvais faire exactement le site que je voulais, mais ça avait plusieurs gros inconvénients. Le premier, c'était que à chaque modif qu'on voulait faire, ça me demandait beaucoup d'efforts. Et le deuxième, c'était que j'étais le seul à pouvoir faire les modifications. Et du coup, j'ai décidé de refaire le site internet en utilisant WordPress et Elementor. Alors, je ne vous explique pas ce que sont ces outils, je les mentionne juste pour les personnes qui connaissent. Et l'inconvénient d'utiliser ces outils, c'est que certaines fonctionnalités avancées sont beaucoup plus dures à avoir. Mais l'énorme avantage, c'est que Vadim, moi ou n'importe quelle autre personne peut facilement faire des modifications dans le site internet. En plus de refaire le site internet avec WordPress, j'ai aussi énormément amélioré le design et l'organisation du site internet. Et j'ai acheté un nom de domaine, donc le nom de domaine sapt.fr, pour que le site soit beaucoup plus facilement accessible. Parce qu'avant, il fallait taper séminaire-pour-tous.ens.fr. Bon, déjà, Séminaire pour tous, c'était plus le vrai nom de l'association. Et puis surtout, c'est très très long, quoi. Et du coup, au bout de 1 mois et demi de travail, j'y ai passé littéralement tous mes soirs et mes week-ends pendant 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi de travail, le site était enfin fini. Et si vous voulez, vous pouvez y accéder en tapant sapt.fr et je vous mets le lien en description de la vidéo. En juin, on a élaboré le cours que l'on voulait mettre en place pour accompagner les exposants dans la réalisation de leur exposé Savoir pour tous. Donc par élaborer un cours, j'entends, on a déterminé le nombre de séances nécessaires et le contenu de chacune des séances. Et lorsqu'on a fait ça, c'est-à-dire lorsqu'on a fini d'élaborer le cours, on a envoyé une demande de création de cours au directeur des études lettres et sciences et on leur a demandé à ce que le cours soit récompensé par 6 crédits ECTS, ce qui est pas mal pour le type de demande qu'on a fait. Donc, quand ils ont reçu la demande, les directeurs sciences et lettres se sont concertés et une semaine après, on a eu leur réponse et leur réponse à notre agréable surprise était positive, c'est-à-dire qu'ils ont totalement accepté le fait que on fasse ce cours-là. Et je tiens vraiment à souligner le fait que c'est incroyable en fait, le fait qu'ils aient accepté est vraiment incroyable parce que c'est totalement inédit. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, il n'y avait jamais eu avant aucun cours sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur comment faire un cours. Et pour vous dire à quel point c'était inédit comme sujet de cours, ils ne savaient pas où nous caser dans le livret enseignement. Et deuxièmement, c'est totalement inédit du fait que ce cours-là allait être donné par des élèves. Parce que nous, là, cette année, moi, j'étais encore élève à l'ENS. Bon, officiellement, le cours était donné par la directrice des études lettres, mais elle nous a totalement laissé le feu vert pour faire ce qu'on voulait. Donc vraiment, leur acceptation était incroyable, je trouvais personnellement. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai été vraiment trop content d'être à l'ENS parce que c'est vraiment une école incroyable qui donne beaucoup de liberté à ses élèves et beaucoup de soutien dans leurs projets. Et je tiens vraiment à remercier encore une fois les directeurs sciences et lettres de nous avoir permis d'organiser ce cours-là. Une fois qu'on a reçu l'autorisation pour organiser ce cours, du coup, on a démarré le recrutement des exposants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré et publié une vidéo sur YouTube et on a envoyé des mails dans l'ENS. Et immédiatement, 11 personnes se sont inscrites, donc ont voulu participer au cours. Et donc, officiellement, fin juin, on avait réussi l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir de mettre en place la nouvelle version du projet avant la rentrée 2019.